Et avec l'utilisation de la lumière, ça donne des couleurs, des sortes de Donc, merci à vous d'avoir répondu à cette nouvelle version des conférences métiers de l'Observatoire. Nous avons voulu effectivement le diriger plus étroitement vers les plus jeunes, mais pas uniquement, pour leur montrer ce que les métiers qui existent à l'Observatoire, ce qu'on peut y faire et comment on arrive, disons, à exercer ces métiers-là au sein de ce type d'institution. Et nous avons eu, à l'occasion de ces vacances scolaires, 2 sessions. Celle dont la conférence a été animée par Maëva Giraudot, qui est écotoxicologiste, ou écotoxicologue plus exactement. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Vladimir Dari, qui est bioinformaticien au sein de l'Observatoire et qui exerce pour plusieurs unités. Enfin, il vous expliquera ça, donc je ne vais pas du tout parler de son parcours, puisqu'il est là justement pour vous le présenter. Donc je laisse la place à Vladimir. Merci. Bonjour. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde, du coup je constate qu'il y a beaucoup de monde, ça m'intimide. Voilà, donc je suis Vladimir Daric, je travaille ici à l'Observatoire depuis 5 ans et je suis ingénieur. Ça veut dire que mon rôle ici, c'est d'apporter un soutien aux chercheurs de l'Observatoire. Et je collabore avec des équipes de recherche et je leur apporte mon aide dans ce domaine qui est la bioinformatique. Pendant mon exposé, si à un moment vous avez des questions, et vous pouvez m'interrompre et les poser à tout moment. Durant cette présentation, je vais commencer par vous expliquer, définir un peu ce qu'est la bioinformatique, et pour les plus jeunes d'entre vous, un peu quelles compétences, qu'est-ce qu'un bioinformaticien doit savoir faire pour exercer son métier, comment on devient bioinformaticien, et je vous donnerai quelques exemples de projets sur lesquels j'ai travaillé ici. Alors vous avez sûrement entendu parler de microbiote. C'est l'ensemble d'organismes qu'on peut retrouver par exemple dans le sol, ou on parle de microbiote intestinal, donc l'ensemble de micro-organismes qui vivent à l'intérieur de notre corps ou sur notre peau. Et ben, ça arrive que dans la recherche, on cherche à identifier tous les organismes qui composent ce microbiote. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, grâce à des techniques de séquençage, on arrive à identifier quasiment l'ensemble de ces organismes, ce qui était très difficile à faire avant. Ce qu'on fait, on prélève des échantillons de ces organismes, on les congèle, c'est la photo que vous voyez là à gauche, on envoie ces échantillons dans un centre de séquençage où ils vont faire le reste du travail, c'est-à-dire extraire l'ADN de ces échantillons, introduire ça dans un appareil qui s'appelle un séquenceur, qui est représenté ici, et cet appareil va lire les molécules d'ADN qu'on y a introduites, et puis ensuite mon métier commence ici dans l'analyse de ces données-là. Une autre question qu'on a commencé à laquelle on a réussi à répondre également récemment, c'est celle-ci, c'est d'où viennent nos ancêtres, et on a réussi à retracer tout le parcours, y compris avec toutes les pauses sur les aires d'autoroute qu'on a fait sur ce parcours qui a duré plusieurs millions d'années. Et ces études-là, ces conclusions-là, on les a faites en utilisant toujours l'ADN. Donc on modélise l'expansion de l'humanité en s'appuyant sur des études d'ADN mitochondrien.
Vous savez sûrement pourquoi les chiens ne font pas les chats. Ici au laboratoire, on étudie, plusieurs équipes de recherche travaillent sur le développement embryonnaire. Et donc vous savez sûrement que si les chiens ne font pas les chats, c'est grâce à l'hérédité, grâce à l'ADN. Mais plus précisément, pourquoi et comment un animal, pendant son développement embryonnaire, va développer, je ne sais pas, des branchies ou comment va se former le cerveau, comment vont se former les muscles, le cœur, etc. Ces études-là, c'est le genre d'études qu'on fait ici. Et là, par exemple, c'est une jeune chercheuse du laboratoire, d'une des équipes de recherche ici qui s'appelle le Biome. Ici, elle fait apparaître un gène qui va réguler l'apparition des muscles dans l'embryon d'un organisme qui s'appelle Amphioxus bronchiostoma ocellatum. D'autres questions auxquelles on essaie aussi de répondre, et c'est par exemple ce qu'on souhaite fabriquer des... alors c'est pas ce qu'on fait ici, mais comme je vous parle de bioinformatique, j'essaie un peu de vous illustrer tous les moments, tous les domaines où la bioinformatique intervient. Donc il y a tout un champ de bioinformatique qui s'intéresse à la structure des molécules, en particulier à la structure tridimensionnelle des protéines. Et par exemple, vous savez que la grippe revient chaque année, et que à partir d'un certain âge, l'assurance maladie nous envoie une petite lettre. Moi, j'ai reçu la mienne il y a 2 ans. Là, je me suis dit, voilà, le temps passe, qui vous invite à vous vacciner contre la grippe. Et ce vaccin, il faut qu'il soit prêt et fabriqué en quantité suffisamment tôt pour que quand la grippe arrive, qu'elle soit prête. Et comment font les gens qui fabriquent, je crois que c'est à l'Institut Pasteur, qui fabriquent ça, et ils font un cocktail de vaccins contre différentes souches, et puis entre autres pour décider de quoi cibler, ils vont s'appuyer un peu sur ce genre de choses. Ils vont observer, ils vont s'intéresser à la structure la structure tridimensionnelle des protéines. Voilà ce genre de questions aussi auxquelles on veut répondre. Et si je vous montre tout ça, vous vous doutez sûrement que je veux en venir là, à la bioinformatique. Alors bien évidemment, la bioinformatique n'est pas la seule discipline qui est responsable de tout ce que je vous ai montré là, mais elle joue un rôle maintenant relativement important. Donc toutes ces choses, pendant tous ces exemples dont je vous ai parlé d'ADN, je vous ai parlé de séquençage, je vous ai parlé de protéines. Alors l'ADN, l'ARN des protéines, l'ARN je ne l'avais pas mentionné, mais tout ça ce sont des molécules et qui composent notre corps, qui composent les organismes. Et en face de chacune de ces molécules, j'ai mis le nom de la science qui étudie cette famille de molécules. Alors, je suppose que vous savez ce que est l'ADN. Vous en avez entendu parler. Et l'ADN, c'est une molécule qui ressemble à ça, et lorsqu'on parle de séquençage d'ADN, lorsqu'on veut savoir comment cette molécule est composée, on va regarder un peu, vous voyez ces barres là en couleur, on va regarder quelles sont les molécules exactement qui sont à cette place-là, et on représente ça par des lettres. Alors vous avez sûrement vu ces lettres, ACTG. Vous avez peut-être vu le film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Vous pouvez le voir, c'est un excellent film. Gattaca parce que le mot est composé par ces 4 lettres qui représentent ces 4
base nucléique qui compose la séquence d'ADN. Et donc cette molécule, l'ADN, c'est le support de l'hérédité de tout organisme vivant. Alors il y a une autre petite molécule à laquelle on s'intéresse souvent, qui est l'ARN, qui est une molécule linéaire comme l'ADN, mais elle a un seul brin. Et en règle générale, ce qui va se passer dans les cellules, l'information est encodée sur l'ADN. Cette information-là va être transformée en ARN, et l'ARN, lui, va être traduit en protéines. Alors les protéines, j'imagine que vous voyez un peu ce que c'est, ou pas, mais en gros, les protéines sont... Enfin, quand il faut faire quelque chose dans une cellule, c'est en général une protéine qui s'en occupe. Par exemple, contracter un muscle, ce sont des protéines, l'actine et la myosine, qui vont faire ce travail. Et ensuite, toutes les métabolites, ce sont toutes les réactions chimiques qui se passent dans l'organisme. Si on regarde les composants, on appelle ça des métabolites. Et puis, ce qu'on observe, je ne sais pas moi, la couleur du plumage, la couleur des cheveux, on appelle ça un phénotype. Donc, c'est le résultat de tout ça. Et donc, la science qui étudie l'ADN s'appelle la génomique. La science qui étudie les modifications sur l'ADN, ça s'appelle l'épigénomique. La science qui étudie l'ARN, c'est la transcriptomique, etc., etc. Et là, je vous ai mis les instruments qu'on utilise pour observer ces molécules-là. Là, je vous ai mis un séquenceur, et toutes ces molécules-là, on peut regarder comment elles sont formées, de quoi elles sont formées dans ce genre d'appareil. Et pour ces autres, pour mesurer les protéines, on utilise ce genre d'appareil. Et ma spécialité, c'est tout ce qui est entouré ici en bleu. En gros, moi je travaille en général, je travaille sur l'ADN, l'ARN, sur ce genre de séquence. Alors, le génome humain a été séquencé, la séquence a été rendue publique en 2001. Et là, je vous ai mis une image pour vous montrer la taille la quantité de données que cela représente. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a ces ATCG, ces composantes, ces bases nucléotidiques dans cette molécule. Là, ils ont imprimé l'intégralité du génome humain sur des pages comme ça. Et vous imaginez que lorsqu'on veut travailler sur des génomes, on ne va pas faire ça. On ne va pas se mettre devant une bibliothèque et puis on ne va pas tourner des pages et tout ça. Parce que ça fait beaucoup de pages. On va utiliser des gros ordinateurs, que je vous ai présenté ici. Et alors, ce qui est assez fabuleux, c'est que toutes ces données-là, ces génomes, sont publiquement accessibles. Vous pouvez aller sur le site web où est ce génome humain, que je vous ai mis ici, la capture d'écran, et vous pouvez le télécharger, vous pouvez jouer avec si vous voulez. Alors, si vous jouez avec, j'entends, c'est un fichier, vous pouvez ouvrir ce fichier-là et vous pouvez lire, regarder ce qu'il y a dedans. Alors ça va pas être passionnant, ça sera des suites il va y marquer chromosome 1, ATCG, TTC, GC, TTC. Donc vous allez vous ennuyer assez vite pour vous endormir le soir, c'est super efficace. Alors là, la taille de ce fichier, c'est 3 gigas juste pour un génome. Et ici, on voit que il y a 1093 autres génomes humains. Donc en fait, il n'y a pas un seul génome humain qui a été séquencé, mais il y en a des tas. Et non seulement qu'il y a 1093 génomes humains, mais il y a plein d'autres organismes qui ont été séquencés, qui sont disponibles dans ces bases de données. Et la bioinformatique dans tout ça, la bioinformatique c'est une discipline qui est, je ne sais pas comment dire, à cheval, qui est une espèce d'intersection entre la biologie, l'informatique et les statistiques. Et donc, quelle que soit notre spécialité, notre spécialisation ici,
fort, il faut avoir des connaissances dans ces 3 domaines-là. Et pour la protéomique, il faut être un peu physicien aussi. Alors là, je vais vous raconter comment on devient bioinformaticien. Alors, en gros, vous avez comment je suis devenu bioinformaticien, parce que j'ai passé mon bac en 96. Quand j'étais à la fac dans les années 2000, la bioinformatique n'existait pas encore. Et donc j'étais précurseur. Et j'ai commencé par faire de la biologie. Ensuite, j'ai fait une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie. Après quoi, je suis retourné en arrière. Je suis reparti en licence d'informatique. Parce que bioinformatique, il faut l'informatique. Et ensuite, j'ai fait un master spécialisé en bioinformatique. Et puis ensuite, j'ai intégré le CNRS en 2006. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il y a plein de formations. Alors en général, on se dirige vers la bioinformatique, en master, en M1. Et comme vous voyez ici, il y en a partout. Il y en a à Paris, à Toulouse, à Lille, à Montpellier, à Nice, à l'université d'Aix-Marseille. Lille. Et pour anticiper la question de Pierre, on sait comment se passe une journée de bioinformaticien. Je ne vais pas tout à fait répondre à cette question-là. Je vais plutôt vous donner l'anatomie d'un projet, parce que ça dépend à quel moment du projet on est. Alors un projet en bioinformatique, il faut commencer par définir une question. La question, c'est en général... c'est toujours un chercheur, un biologiste qui va venir me la poser. Alors là, la compétence nécessaire, il faut comprendre la question du biologiste. Donc, il faut avoir des connaissances en biologie soi-même. Il faut pouvoir reformuler cette question. Ensuite, il faut soit trouver les données sur lesquelles, qui vont nous permettre de répondre à cette question-là. Il faut générer ou alors les générer. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le bioinformaticien qui génère les données. C'est le biologiste, c'est l'histoire du séquençage que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont les biologistes qui vont préparer les échantillons, extraire l'ADN et tout ça, et puis on les envoie séquencer. Le bioinformaticien, ensuite, bien évidemment, il faut qu'il rapatrie ces données là, une fois qu'elles y sont. Donc là, les compétences, mais c'est informatique. Le bioinformaticien doit trouver des outils qui permettent de répondre à ces questions-là, des outils d'analyse, pour faire ces analyses. C'est les compétences, c'est la bioinformatique en elle-même, savoir quel logiciel. Quand je dis outils, ce sont des logiciels. Ces logiciels-là vont sortir des tas de fichiers, et là il y a l'interprétation des résultats, mais l'interprétation c'est faire une synthèse de tout ça. Et je ne l'ai pas dit, mais les outils peuvent exister ou pas exister. Pareil, cette partie interprétation, l'outil de visualisation n'existe pas vraiment. Et parfois on est obligé, quand on est bioinformaticien, on est amené à écrire l'outil soi-même. On sait, en général, c'est programmé. Donc encore une fois, informatique. Et puis à la fin, il faut présenter les résultats, en discuter avec les scientifiques ou chercheurs, mettre du sens sur ces résultats, dans le contexte expérimental. Là, j'ai mis quelques exemples de projets sur lesquels j'ai pu travailler ici. Par exemple, j'ai travaillé sur la première image ici, c'est un corail d'eau, d'eau froide, mais en fait il est dans l'eau froide parce que ces coraux vivent à plus de 1000 mètres de profondeur. Et là, c'était la thèse d'une étudiante ici, Mathilde Chemel, qui a travaillé sur, elle a étudié la réaction, l'augmentation de la température de ces coraux-là.
Et donc l'analyse que j'avais faite, c'était ça, c'est quels sont les gènes qui sont activés lorsqu'on élève la température très, très rapidement. Ça, c'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, un peu transparent, ce sont des clavulines qui sont des acidies. Alors, les acidies sont des organismes en forme d'amphore ou de poche, je ne sais pas comment dire. Alors, malgré les apparences, ça ressemble à un organisme très simple. Ce sont des animaux. Et ce sont des animaux qui sont assez proches de nous, contrairement à ce à quoi ça ressemble. Quand vous regardez l'arbre de l'évolution, avant le mot m'échappe. Avant l'apparition des vertébrés, il y a ces organismes-là qui émergent, et, qui se séparent. Et donc cet organisme-là, on a séquencé, cet animal-là, on a séquencé et annoté son génome, et il a été publié le mois dernier. Voilà. Et ça a été, la photo a été prise dans le port de Manus. Cet organisme-là, on est une équipe qui travaille sur Amphioxus. Et alors là, j'ai mis un exemple, mais enfin, comme je n'arrête pas de travailler avec eux sur en gros sur les génomes de cet animal, qui est un animal qui, eux, ils pêchent au raco. Ils pêchent. C'est un animal qui s'enterre dans le sable et qui sort cette partie-là, ça bouge comme ça, il filtre l'eau, et c'est un animal filtrant. Et ce qui est rigolo, c'est que ces deux animaux-là, ils n'arrêtent pas de piquer la place de l'animal le plus proche des vertébrés. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Et ce projet-là, c'est sur le corail rouge. Là, il s'agissait de trouver des toutes petites modifications dans son ADN, des modifications d'un seul nucléotide. Et ça leur permet de calculer, de déduire quelles populations sont reproduites avec quelles populations. Donc ils ont des populations de différents endroits, ils ont des populations ici autour de Manus et vers le Cap Creus en Espagne. Et en fait, ce qu'ils ont envie de savoir, c'est à quelle fréquence les coraux de là-bas se reproduisent avec les coraux d'ici. Une espèce de meeting des coraux. Et juste pour essayer de vous faire toucher du doigt vraiment concrètement ce que fait un bioinformaticien. Alors, j'espère que je vais arriver à vous le faire comprendre. Donc là c'est toujours ce premier projet dont j'ai parlé avec le corail d'eau profonde et la température. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, eux, ils ont extrait l'ARN. Je vous ai parlé de cette molécule. On a l'ADN qui lui est transformé en ARN. Donc ils ont extrait les ARN des coraux à différentes températures. Donc, ils les ont fait pousser à 10 degrés, 12 degrés, 16 degrés, enfin différentes températures. Et ensuite, ces ARN, moi ce que je fais, juste la semaine où ils sont venus avec le projet, il se trouve que le génome de cette espèce venait d'être publié. Et donc on avait le génome de l'animal et l'annotation. Je vous dirai tout à l'heure ce que c'est que l'annotation. Et donc moi ce que je dois faire à ce moment-là, j'aligne ces ARN qu'ils ont eux fait séquencer, je les aligne sur le génome et après on va regarder comme ça dans un logiciel. Donc ces petits ARN, on les voit ici et là quelque part, vous ne le voyez pas parce qu'on ne zoome pas jusqu'à voir des ACTG, mais là on a le génome qui est chargé et ici on voit l'annotation. Et l'annotation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit où sont les gènes dans ce génome.
C'est-à-dire là, tout à l'heure, je vous dis, vous prenez le génome humain, CTG, TTT, enfin, vous allez vous endormir, mais ce fichier qui est la notation, ben, elle met du sens sur ces ACTG, TTCC, et elle dit, ben, un gène commence là, enfin il y a un gène qui sert à ça, et il commence là, et il s'arrête là. Et donc c'est ça qu'on visualise ici, et ce qu'on va faire, on va compter tous ces petits bouts d'ARN, combien il y en a qui sont alignés sur quel gène. Et on va comparer dans les différentes conditions, est-ce que ce gène-là est plus exprimé que ce gène-là est plus exprimé à cette température-là qu'à cette autre température-là. Et on arrive à ça, à une liste de gènes qui sont activés ou, je ne sais pas comment dire, silencés, enfin diminués, lorsque la température augmente de manière soudaine. Alors soudaine, c'est sur plusieurs jours. Et ben voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions. Tu as lu un cours sur l'expression d'ADN, sa transformation d'ARN, etc. et en protéines, pour voir comment on retrouve des mots dans ces phrases. Merci beaucoup. Une question concernant votre dernier exemple. Est-ce que ça vous permet de savoir comment l'organisme va évoluer en cas de réchauffement climatique, par exemple, puisqu'il y a les impacts de température? Est-ce que c'est sur des longs termes comme ça que ça vous permet de faire des analyses ou pas? Non. Non, c'est la question posée. Non, mais c'est la question que se posent les chercheurs en fait. Comment ces coraux réagissent à des changements de température et comment on pourrait prédire qu'ils réagiraient. Non, parce que là on est sur une échelle de temps trop courte, enfin, là c'est one shot. Et en plus, très concrètement, dans cette analyse-là, ils se sont rendus compte, et c'était un peu ça la découverte, enfin c'est presque la découverte accidentelle, ils les ont mis à une certaine température et ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop chaud. Et en fait ils ont une mortalité, enfin ils ont perdu, en 2 jours ils ont perdu quasiment tous les coraux à cette température-là, à 16 degrés. Et donc oui, si la température augmente de très peu, les coraux, ceux-là ne survivront pas. Donc là, la réponse est là. C'est-à-dire que comment ça va se traduire au niveau de l'expression des gènes? Ah, pardon. Bonjour, merci pour la présentation. Pour rebondir sur la question, donc, vous avez eu des résultats, j'imagine, et vous parlez de mortalité, donc ça veut dire qu'en termes d'expression de gènes, on va avoir une diminution globale de l'expression de la plupart de ces gènes liée à une mort de l'organisme. Donc, comment vous avez pu... Enfin, est-ce que vous avez visualisé ça? Et finalement, quel résultat positif on peut tirer de tout ça? Alors, si vraiment la question vous intéresse, vous pouvez lire la thèse de Mathilde Chemin. Comme tout, les thèses sont publiques aussi, vous pouvez y accéder. Alors c'est juste une toute petite partie de sa thèse, cette étude-là. Ce qu'on a vu là, les gènes qui s'allument, qui se surexpriment, c'était des gènes qui jouent un rôle dans l'inflammation, dans l'apoptose c'est la mort cellulaire, enfin ce genre de choses. Alors, en gros, l'animal est en train de mourir et il essaye d'activer toutes les défenses. Et donc là, il y a, presque pas de surprise, mais l'animal est en train d'agoniser et il allume tous les mécanismes de défense. Et c'est pas
Je veux dire, il n'y a pas de plus ou moins d'expression. C'est pas parce que la température va augmenter. Ça. Enfin, après, elle a mesuré plein d'autres choses, genre la croissance, etc., dans les différentes températures. Et oui, en gros, la conclusion, c'est ces coraux-là sont très très sensibles à la température. J'ai une question. Oui. Bonjour Arnaud. Vous travaillez au CNRS et ma question c'est, vous travaillez que pour le laboratoire de Banous ou vous faites de la bioinformatique pour d'autres domaines, logique océan que l'océan? Et combien vous êtes au CNRS à faire ce métier-là? Alors moi je travaille que avec des gens d'ici. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la structure de l'observatoire, mais l'observatoire il y a 4 unités de recherche. Et il se trouve que moi je suis directement embauché, le CNRS m'a mis dans une de ces unités-là, mais à condition à ce que la moitié de mon temps soit mutualisé avec les autres. Donc je suis amené à collaborer avec l'ensemble du laboratoire. Je ne travaille pas pour d'autres gens, en dehors d'ici, parce que ça n'aurait pas de sens. En France, il y a peu de bioinformaticiens comme moi qui sont dans les unités de recherche, enfin relativement peu. Ils sont surtout concentrés dans les plateformes. Alors, il y en a une énorme à Toulouse. Et en gros, c'est là où sont ces séquenceurs, là où on séquence. Alors, la bioinformatique, combien on est à un moment, on a voulu recruter en interne quelqu'un, et on a mis une annonce, et j'ai demandé à la RH du labo combien de personnes sont susceptibles de répondre à cette annonce, et elle a compté 120 personnes. Donc je pense que le CNRS c'est 30 000 personnes, je crois, une trentaine de milliers de personnes, et donc des ingénieurs, des bioinformaticiens, on doit être dans les 200, parce que le 120 c'est juste un grade, mais on peut être dans les 200. Après ça devient une compétence que les chercheurs acquièrent maintenant, quasiment tous les thésards, beaucoup de thésards qui viennent ici, ils apprennent à faire leur analyse eux-mêmes. Mais ils ont, expérience propre, ils ont toujours besoin aussi des bioinformaticiens, des plateformes et de l'aide aussi, ne serait-ce que pour leur apprendre disons, à manipuler ce type d'outils auxquels ils n'ont pas l'habitude souvent, parce que c'est assez récent et en plus de ça, ça demande, comme tu l'as dit, de multiples compétences en informatique, en statistique que chacun des biologistes n'a pas forcément. Donc, mais moi, ça me fait un peu penser à ma mère qui est traductrice, a été traductrice pas dans une agence de presse. Elle avait des dactylos qui tapaient des textes, puis à un moment on leur a mis des ordinateurs, il fallait qu'ils saisissent eux-mêmes leurs textes. Et la bioinformatique, elle va un peu dans ce sens-là, où les chercheurs font de plus en plus eux-mêmes les choses, parce que aussi les outils s'uniformisent et se simplifient, et ils sont plus faciles à manipuler. Et alors il y a un tas de choses où le bioinformaticien, il va continuer à faire des choses. Après c'est data scientist après. Quand vous dites qu'il y a des questions au début, pour vous poser une question, c'est vous qui la posez ou c'est des gens qui vous ont des questions? Non, ce sont les chercheurs qui viennent avec des questions. D'accord. Qui peuvent être qui peuvent être posées de façon naïve dans le sens bioinformatique ou informatique du terme. Donc eux, ils arrivent avec leurs questions biologiques et c'est à moi de reformuler ça et de le traduire en comment on pourrait répondre à ça avec les outils que je connais. Est-ce que ça peut être des hypothèses? Bien sûr. C'est comme ça qu'avance la science. Tu as une idée, après tu la valides.
Mais comme les bioinformaticiens participent à l'élaboration de certains projets, et en particulier ceux des plateformes, ils participent à l'élaboration aussi des questions, et à la discussion, ils sont partie prenante. Les bioinformaticiens, entre autres, ceux des plateformes. J'ai répondu de mon point de vue, mais il y a des chercheurs en bioinformatique. Et donc la bioinformatique, c'est devenu une discipline scientifique. Et il y a des chercheurs en bioinformatique qui vont travailler sur des algorithmes pour détecter je sais pas moi, le truc qui me vient en tête, le problème c'est que je ne comprends pas très bien ce que c'est. S'ils appellent ça la segmentation, c'est pour déterminer. Vous avez vu là, quand j'ai dit là, il y a des gènes, et ben pour déterminer sur la gène où, comment s'arrêtent les gènes, etc. Donc il y a des chercheurs qui font de la recherche en bioinformatique pour essayer de concevoir des algorithmes pour détecter. Pour reconnaître, pour que l'algorithme dise « Ok, je pense que là, il y a un gène ». Moi, j'ai une petite question sur ton parcours, du coup, Vlad. C'était pour savoir comment c'est venu, du coup, la bioinformatique, parce que tu as dit qu'elle a commencé par la biologie, puis après l'informatique, et que tu étais aussi pionnier dans le domaine. Comment tu t'es dirigé là-dessus? Comment tu as su qu'il y avait un besoin sur ce domaine-là, pour expliquer un petit peu la genèse de cette idée? Déjà, la journée, c'était bien. La genèse de la... en fait, dès qu'on a commencé à séquencer, à découvrir des séquences, assez rapidement, ces séquences-là sont devenues trop longues pour qu'on les gère à la main sur un papier crayon. Et après, s'est posé la question de... comment on peut dire que cette séquence-là et cette séquence-là sont les mêmes? Et dans la nature, vous savez qu'il y a des histoires de mutations génétiques en fait, quasiment jamais, souvent, deux séquences ne sont pas les mêmes, mais en fait, elles sont les mêmes. Et pour dire qu'elles sont les mêmes, il faut qu'elles s'alignent, mais sauf que ce n'est pas un alignement lettre à lettre, c'est un alignement approximatif. Et l'algorithme qui va te dire ça c'est la même séquence avec telle probabilité, puisqu'il va te donner une valeur statistique pour te dire que c'est la même chose, cet algorithme-là, c'est un des premiers programmes bioinformatiques qui a été écrit dans les années 80, je crois, et qui, je me trompe peut-être, mais déjà assez tôt, qui s'appelle BLAST, la bioinformatique, en fait, dès qu'on commence dès que les données commencent à être grosses et les ordinateurs arrivent, forcément on s'est dit on va utiliser les ordinateurs pour manipuler ces choses-là. Et moi, comment j'y suis arrivé, je voulais qu'on m'achète un ordinateur, on m'a dit passe ton bac d'abord, j'ai passé mon bac, je me suis inscrit en biologie, je suis devenu un geek, et puis je me suis dit comment marier la biologie avec un ordinateur et un truc qui s'appelait bioinformatique, je me suis dit ça sent bon. Oui, est-ce que vous utilisez certainement l'intelligence artificielle dans la façon dont vous créez les algorithmes aujourd'hui? Quand je programme, je dis à ChatGPT comment je fais ça, et il est plutôt bon. Et le truc assez rigolo, c'est une fois j'ai demandé à ChatGPT de me faire comment faire vraiment, il me sortit un bout de code, et je lui ai littéralement dit non, là tu déconnes, c'est pas bon, tu t'es trompé. Il dit pardon, et il a corrigé le code et il a ressorti le code correct. Je me dis bravo quand même. Sinon, l'intelligence artificielle, oui, elle est utilisée assez couramment et depuis longtemps, c'est pas depuis 30 ans, mais depuis quelques temps, et en particulier dans les séquenceurs. Les séquenceurs, ils vont
mesurer un signal physique, électrique, enfin, mesurer un temps. Et pour transformer cette mesure en lettres, enfin en information, ça c'est cette base-là, on appelle ça le base calling, puisque tout ce qui est, enfin c'est forcément l'anglais, et puis forcément la moitié des mots qu'on utilise, enfin c'est l'anglais. Et ben, pour un de ces séquenceurs-là, la méthode du base calling, c'est de l'IA, ce sont des algorithmes comment ça s'appelle, de machine learning, et puis depuis 5-6 ans. D'autres questions? C'était pour te demander du coup comment tu voyais l'évolution du poste pour les prochaines générations qui vont arriver, notamment pour la bioinformatique qui va vraiment s'améliorer hyper vite, notamment en puissance de calcul. Est-ce que ça a changé quelque chose sur le poste ou comment vraiment tu envisages les prochaines missions qui pourraient être confiées aux bioinformaticiens? Alors l'informatique évolue, capacité des machines, les capacités de stockage, mais alors j'ai pas mis le graphe ici, mais quand tu regardes ce qu'on appelle le data déluge, le déluge de données, les séquences qui arrivent, parce qu'on est en train de séquencer avec tous les énormes projets de séquence. Enfin, en gros, il y a des projets, il y en a un qui s'appelle Tree of Life, où ils sont en train de séquencer, en gros, il faut séquencer tout ce qui est vivant sur Terre. Et ça ne suffit pas de séquencer un individu quand on a un organisme, parce que en gros, on va tout de suite vouloir s'intéresser à la variabilité génétique, donc il faut plusieurs individus de la même espèce, puis pour les bactéries ou qu'est-ce qu'une espèce, enfin bon, bref. Donc on séquence tellement, et le coût du séquençage baisse beaucoup plus vite que le développement, enfin que la vitesse du développement des processeurs, du stockage, etc. Et donc, en fait, on a un boulot de détournement, il y a plus de données qui arrivent que les autres. Enfin, voilà. Et comment je vois l'évolution du métier, du travail, il y en aura forcément, parce qu'il va falloir gérer ces données-là. Après, est-ce qu'on va les gérer avec des postes CNRS ou dans les confieurs privés, comme on a tendance à faire souvent, je ne saurais pas te dire. Justement, on peut peut-être poser la question au niveau de l'industrie, quelle est la place des bioinformaticiens dans l'industrie? On peut. Oui. Attends, oui. Tu peux. Vas-y, tu peux répondre. Il y a quelqu'un de l'industrie qui pourra répondre aussi. Parce qu'il y a quelqu'un de l'industrie? Oui, mais c'est pas grave. Au début de la semaine, Sanofi a licencié 300 personnes de recherche et développement. Je suis un ancien de Sanofi. Voilà. Pardon. Là, il n'y a pas de mal. L'industrie, si j'ai bien compris, licencie leur R&D et finance des startups et tout se fait à coup de startups où les gens travaillent. Enfin bon bref, voilà. Donc oui, il y aura du boulot dans les startups payés en lance-pierre. Je suis un peu moins négatif, mais effectivement, il y a beaucoup d'opportunités aussi dans les entreprises privées, notamment en bioinformatique et en particulier dans tout ce qui est modélisation moléculaire, par exemple. Je pense aux entreprises pharmaceutiques qui cherchent des nouveaux médicaments, de plus en plus par des approches virtuelles, où on va essayer de modéliser les cibles d'intérêt biologique et de trouver des molécules biologiques, ou pas, d'ailleurs des molécules chimiques, plus souvent d'ailleurs, qui vont pouvoir interagir avec les cibles d'intérêt thérapeutique. Et ça, c'est un développement extrêmement fort, qui ne se fait pas nécessairement dans les grosses entreprises pharmaceutiques, c'est vrai, il y a de plus en plus de boîtes plus petites, mais il y a réellement des développements dans le domaine de la bioinformatique. Et je pense qu'il ne faut pas opposer le public et le privé. Il y a de la place pour tout le monde. Et je pense qu'il y a même un large intérêt à collaborer entre
des universitaires ou des jeunes du CNRS qui ont les idées et des entreprises qui, elles, ont parfois les capacités technologiques pour les réaliser. Donc, moi, je suis très optimiste sur l'avenir de ce domaine-là, en tout cas. Je ne les oppose pas, mais ce que je vois, en particulier dans ce domaine-là, c'est Google qui a plié le game avec AlphaFold. Et donc cette innovation-là, enfin ce développement-là, n'est pas venu des boîtes de pharma, enfin, etc. Parce que... voilà, mais bien évidemment, ils vont l'utiliser. Ils seraient bêtes de ne pas l'utiliser. Non, mais je ne suis pas pessimiste dans ce sens-là. Enfin, je pense que du travail dans ces domaines-là, il y en aura forcément. Enfin, parce qu'encore une fois, ça... Ouais. Non, mais je pense que ça vaut le coup d'aller vers la bioinformatique parce que le champ de ce qui s'ouvre est immense et il y aura forcément du travail. Je crois qu'il faut dire oui, d'abord on fait ce qu'on a envie de faire, et puis effectivement si on tombe sur un métier qui en plus de ça a beaucoup d'ouverture, c'est encore mieux. Merci pour votre intervention. Je me demandais si l'informatique n'était pas un peu victime d'elle-même à mettre de côté la notion de créativité, de la nature et les notions aléatoires qui pouvaient être explorées, ou si on pouvait tout anticiper, même avec l'intelligence artificielle. J'ai coupé le début de votre question et je n'ai pas bien compris en fait. Je me demandais si, en fait, on a donné beaucoup de responsabilités aux scientifiques, notamment dans les phénomènes d'anticipation, de calcul du génome, et maintenant on essaie d'anticiper les impacts de la nature, du réchauffement climatique sur les génomes. Donc ma question, vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est la notion de créativité par rapport à l'informatique. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'IA n'est pas créative. Ouais. L'IA, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la bêtise artificielle et c'est un perroquet qui répète ce qu'on a déjà dit. Il n'empêche, il répète très bien. Et ce pourquoi c'est conçu, ça marche très bien. Si on lui demande de synthétiser un texte, il le synthétise à merveille et bien mieux que moi. Et si on lui demande d'écrire des petits bouts de code, il y arrive très bien. Mais si on lui demande d'écrire une grosse application, il n'y arrive pas. Pour ce qui est de la gravité, enfin, en tout cas, pour ce qui est de ce qu'on fait, de ce que les scientifiques produisent, ça c'est une décision politique. Et la politique, c'est nous tous qui la faisons. Donc quelque part, si ça ne va pas là où on va, secouez-vous, secours-nous, pour que ça aille vers là où on veut que ça aille. Vous voyez ce que je veux dire? Si le produit des chercheurs a été mal employé dans le passé... Non, je ne critique pas la démarche scientifique et la informatique. Je me pose vraiment la question... parce qu'il y a eu d'autres écueils sur trop d'informations, une information est tristement célèbre, où on a, les services de renseignement, des choses un peu abominables, ont été, ils chapeautent des radars, des satellites, etc. Et en fait, on s'est trompé sur certaines informations, et c'est une vraie question. Je veux pas... Bien sûr que c'est intéressant, la bioinformatique, c'est un métier d'avenir, et j'en suis persuadé. En tout cas, nous, après, il y a plein de choses de ce que vous dites me dépassent. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai découvert en venant ici à Banyuls, avant j'étais dans les labos qui faisaient de la microbiologie ou des plantes. Et la différence avec ce que je faisais avant et ce que j'ai fait ici, c'est que là-bas, on travaillait sur des organismes modèles, des gros organismes modèles, genre des plantes, c'était Arabidopsis thaliana, vous en avez sans doute jamais entendu parler, sauf si vous êtes biologiste des plantes.
Et c'est la plante sur laquelle on fait toutes les expériences génétiques, enfin, et où j'ai travaillé sur la levure, enfin, genre vraiment des modèles hyper établis. Et j'arrive ici et on travaille sur des animaux qu'on a pêchés au large d'eux et qu'on a séquencés, et qu'aujourd'hui, grâce à ça, la baisse des coûts du séquençage, au développement de l'informatique, au fait que le CNRS, enfin toute la recherche française, s'est organisée pour mettre à notre disposition des centres de calcul, enfin des ordinateurs accessibles et gratuits, et la puissance de calcul qu'on a, et on arrive à étudier cette biodiversité d'ici, ce qui, il y a 20 ans, a été inimaginable. Et donc, on fait progresser la connaissance. Après, ce qu'on fait de ce progrès, c'est à nous tous de gérer, passer de la politique. Cette question justement que fait la collectivité de ce qui sort des instituts de recherche, nous l'aborderons un peu dans les conférence des mercredis de la connaissance, normalement au mois de juin. Il y aura Hubert Mas qui viendra et qui se posera justement la question que fait-on des... Voilà. Tu peux me sortir pas Je sais pas si... C'est moi sur de ce côté-là. Oui, donc ça. Et l'autre chose aussi, toujours parmi les conférences en fait, des mercredis de la connaissance là, qui ont lieu tous les mois, il y en aura une aussi au mois de juillet sur justement ces séquençages très haut débit qui seront effectués à partir de collectes d'échantillons un peu partout dans le monde à travers la mission Bougainville qui travaille sur des collectes de plancton et des séquençages à l'issue de ça. Et donc la conférence sera donnée par Gilles Mirambeau sur ça. Il ne faut pas de séquençage. Mais derrière, il y aura derrière l'émission, il y a des collectes partout et c'est eux qui ne le font pas. Mais derrière ça, venez écouter Gilles, c'est super, mais je pense qu'il ne faut pas encore de séquençage. Oui, par là, c'est pas vrai, mais ces collectes partout vont... Encore une fois, ces sujets de génétique génomique vous intéressent, il y a une très bonne émission sur l'épigénomique sur France Inter la semaine dernière, vous allez la trouver dans les podcasts. Et il y a un article du Libé début de la semaine, début de la semaine, sur un de ces projets alors un projet qui est le projet français du séquençage d'organismes marins, qui s'appelle Atlasy, qui fait partie d'un plus gros projet, de Tree of Life. Et, de toute façon, ils sont tous affiliés, les projets, l'histoire de... c'est logique. C'est pour pas qu'on séquence quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà séquencé, ça servirait à pas grand-chose. Donc vous pouvez lire cet article de Libé qui vulgarise, explique assez bien. J'ai trouvé assez chouette. Pour un article de vulgarisation, j'ai trouvé assez bien. Et l'émission de France Inter, j'étais surpris, c'était pertinent. C'était pas mal vulgarisé, c'est dans ce sens-là. Bon, plus de questions. Bien, merci Vladimir, merci à Olivier Sarian et à Pierre Parmentier qui a organisé cette conférence aujourd'hui et la précédente. Voilà. Merci à vous.